Bonjour, donc nous allons commencer notre webinaire sur le RPA, donc notre retour d'expérience sur la RPA au service de la direction financière. Alors, je suis Grégoire Borgeaud, associé de Reportwise Consulting. Avec moi, Christophe Bellielli, associé Reportwise Assistance opérationnelle et en charge de l'offre de RPA. Normalement, Jawed Belkayat, qui est directeur chez Reportwise, aurait dû se joindre à ce webinaire, mais voilà, il a eu un empêchement personnel, donc il ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes très heureux de démarrer ce webinaire. Sachez qu'il a rencontré un grand succès puisque nous avons plus de 60 inscrits à ce webinaire, une quarantaine de groupes. Donc nous avons pu constater que le sujet était un sujet d'actualité et qui correspondait aux enjeux et aux attentes de nos clients. Alors, je voulais juste démarrer par une très rapide présentation de Reportwise. Donc, Reportwise, nous sommes un expert du pilotage de la performance, c'est-à-dire que nous intervenons sur l'ensemble des domaines qui permettent au groupe de produire l'information nécessaire pour pouvoir piloter leur activité et prendre les bonnes décisions stratégiques, donc à travers des outils de consolidation et reporting, des outils, des solutions de modélisation et de simulation, tout ce qui est production des analyses sous forme de dashboard, ou d'outils de disclosure management. Et puis, pour pouvoir travailler de façon efficace et concentrer le temps utile de nos clients sur l'analyse des données, donc toute une activité autour de la RPA. Aujourd'hui, nos services sont délivrés par une équipe d'un peu plus de 85 consultants qui ont la particularité d'être assez expérimentés par rapport à d'autres cabinets. Et nous couvrons en fait l'ensemble des services, du conseil à l'intégration, en passant par la TMA, le consulting IT et bien sûr l'assistance opérationnelle et la formation. La constitution de nos équipes nous permet d'offrir des services transverses en fait, qui vont pouvoir mêler à la fois les connaissances métiers apportées par notre équipe d'assistance opérationnelle et puis des consultants qui vont intervenir avec des compétences soit très techniques sur les solutions que nous mettons en œuvre ou technico-fonctionnelles pour réaliser le paramétrage de ces solutions. Nous sommes partenaires des grands éditeurs de référence du pilotage de la performance que peuvent être SAP, Tagetik, Anaplan et bien sûr toutes les solutions de RPA dont va vous parler Christophe plus en avant. Alors, au cours du webinaire, n'hésitez pas à utiliser le chat de notre système de webinaire pour poser l'ensemble des questions qui vous intéressent, pour nous permettre de rendre cette présentation le plus interactive possible. À la fin du webinaire, nous avons prévu donc un temps de questions-réponses où nous reprendrons en fait les différentes questions que vous nous aurez postées au cours du webinaire. Et je passe maintenant la parole à Christophe Bellielli. Bonjour à tous. Alors, nous allons tout d'abord rentrer dans le vif du sujet via une vidéo qui va vous présenter la robotisation d'un processus de consolidation et en l'occurrence le processus de rapprochement des opérations réciproques. Ensuite, en partie 2, nous allons faire un état des lieux de l'offre RPA en France et à l'étranger. Ensuite, nous allons rentrer un peu plus dans le détail et vous faire un retour d'expérience par rapport à la mise en place de robots au sein des directions financières. Nous allons vous présenter un deuxième exemple de vidéo et cette fois-ci, ce sera une présentation des tableaux de bord. Nous vous présenterons rapidement notre offre RPA Reportwise et ensuite, nous répondrons à vos questions que vous allez nous poser tout au cours de ce webinaire. Donc, nous allons commencer par un premier exemple, donc une vidéo de robotisation d'un processus de rapprochement interco. Donc, nous sommes partis d'un tableau de bord. On vous expliquera d'une façon plus approfondie ce que nous appelons par tableau de bord. Nous avons exécuté ce processus via un tableau de bord et le système, le robot, va se connecter comme n'importe quel être humain à, par exemple, l'outil SAP Financial Consolidation.
Donc, ça nécessite que notre robot puisse disposer, comme un être humain, d'un login et d'un mot de passe. Donc, le robot se connecte à l'application et il va utiliser cet outil. Donc, en l'occurrence, il va utiliser le menu pour réaliser un certain nombre d'actions. Là, notre robot a publié des liasses de consolidation. Il va ensuite les intégrer. Suite à ça, il va exécuter des calculs dans le système. Alors, ce qui est important, donc vous voyez le robot qui utilise le menu de l'application. Et ce qui est important également, c'est que lorsque le robot utilise une application, il va falloir intégrer des délais, c'est-à-dire des moments de pause, pour que l'application finisse sa tâche et pour qu'à la fin de cette tâche, le robot se réexécute automatiquement. On reviendra sur cette notion de délai. Donc ensuite, notre robot va utiliser des états de restitution. Donc en l'occurrence, tout à l'heure, on parlera de la modification des applications pour qu'elles puissent être robotisées. En l'occurrence, nous avons créé un état de restitution spécifique qui est utilisé uniquement par le robot et qui va permettre au robot d'identifier l'intégralité des écarts entre les déclarations réciproques des différentes entités et ensuite de gérer, d'identifier les écarts pour ensuite envoyer un mail aux différentes parties prenantes en leur expliquant, en mettant en exergue les écarts qu'ils ont avec d'autres sociétés. Donc, notre outil est passé de BFC à la messagerie en passant par Excel. Donc, comme vous l'avez compris, la RPA, donc la Robotic Process Automation, est un programme informatique qui interagit comme n'importe quel utilisateur avec des logiciels. Et il interagit donc avec plusieurs logiciels et il est donc capable de gérer un processus de bout en bout. On parle de RPA, mais on parle également de plus en plus d'hyperautomatisation. Donc, l'hyperautomatisation, c'est l'automatisation d'un processus de bout en bout en exploitant plusieurs technologies. Donc, la RPA, l'OCR, c'est la reconnaissance optique de caractère, ça va permettre au robot de lire des mails. C'est une technologie, par exemple, c'est une technologie que vous utilisez déjà dans le cadre de la comptabilisation automatique des factures. On intègre également dans les robots de l'intelligence artificielle des algorithmes, et ces algorithmes vont devenir pertinents en s'entraînant via l'apprentissage automatique, en d'autres termes, le machine learning. Donc, cet ensemble de points technologiques est constitutif de ce qu'on appelle l'hyperautomatisation. À ce stade, aujourd'hui, on peut considérer que les solutions de RPA sont matures. Donc, le premier acteur a été un acteur anglais, puisque c'est la société Blue Prism, qui a débuté en 1981. Cette société a été suivie en France par la société Contextor, qui a été rachetée fin 2018 par SAP. Une société roumaine s'est vite imposée comme étant un des acteurs de ce marché. Cette société roumaine est devenue une société américaine et cette société américaine a été suivie à son tour par une autre société américaine, Automation Anywhere. La RPA, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser. Donc, les éditeurs vont proposer leur propre solution de RPA, comme Microsoft avec Power Automate, ainsi que la société IBM. Et certaines startups créent des logiciels de RPA spécifiques, spécialisés. Aujourd'hui, les acteurs dont on vient de parler, on en a 3 qui font partie des leaders, donc UiPath, Automation Anywhere et Blue Prism. Et nous, ReportWise, nous sommes partenaires de ces 3 éditeurs avec des consultants qui sont certifiés pour ces 3 solutions. En France, on a des clients qui utilisent ces outils de RPA depuis 2017, soit pour robotiser des processus opérationnels. Certains groupes français utilisent plus de 2300 robots qui fonctionnent en simultané, ou pour robotiser leurs processus financiers.
aujourd'hui, nous estimons qu'il y a un peu plus de 300 groupes qui sont équipés de logiciels de RPA en France. Il y a une étude intéressante du Gartner qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui confirme que c'est des solutions qui ont été en forte croissance, qui ont été en croissance en 2020, mais qui seront encore plus en croissance en 2021. Donc en 2021, on attend une croissance de 19,5%, avec un chiffre d'affaires, une part de marché de près de 2 milliards. Donc c'est une croissance qui devrait continuer jusqu'en 2024. Et le Gartner pense que 90% des grandes entreprises dans le monde seront équipées de logiciels de RPA. Alors, la pandémie a eu un impact sur la RPA. C'est-à-dire que la pandémie, de façon globale, a accéléré la transformation digitale. Et pour le Gartner, il ne s'agit pas uniquement de réduire des coûts en robotisant des processus sans valeur ajoutée, mais c'est également une façon de se prévenir contre les chocs à venir, à l'instar de la pandémie que nous vivons actuellement. Alors, effectivement, la RPA permet aux entreprises de progresser rapidement dans leur transformation digitale. Pourquoi ? Parce que c'est une solution qui peut se déployer rapidement. On va robotiser les processus les uns après les autres. On a un retour sur investissement qui est très intéressant. Et surtout, c'est des outils qui viennent se greffer à l'environnement existant. Donc, pas de révolution pour progresser rapidement dans cette transformation digitale. Pour le Gartner, ce n'est pas que la DSI qui va acheter, qui va utiliser ces applications, c'est aussi les utilisateurs métiers. Bon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les éditeurs de RPA veulent proposer des solutions grand public, c'est-à-dire que les collaborateurs vont pouvoir s'appuyer sur du RPA pour robotiser de façon autonome leur processus. Bon. Ce dont on parle, nous, c'est pour un usage industriel qui implique de toute façon, qui implique la DSI, car l'environnement technique est très important pour la correcte exécution de nos robots. Ce qui est vrai, ce qu'on constate actuellement, c'est que les directions métiers et notamment les directions financières sont actuellement très moteurs dans la mise en place d'outils de RPA. Alors, lorsqu'il n'y a pas de monsieur ou de madame RPA, ce que je veux dire par là, c'est que dans les grands groupes, des gens ont été nommés pour développer, mettre en place ces solutions de RPA au sein du groupe. Le Gartner précise également que les utilisateurs souhaitent s'appuyer sur leurs fournisseurs d'origine ou les partenaires de leur écosystème. Alors, c'est quelque chose que nous vivons actuellement, et je dirais même que c'est pertinent d'avoir plusieurs fournisseurs de RPA parce que ça va dépendre de l'expertise de votre fournisseur RPA fonctionnel et technique. Nous travaillons pour des groupes qui ont soit un centre de service partagé, un centre d'excellence RPA, donc nous construisons les robots et ensuite nous faisons un transfert de compétences avec leur centre interne. Ou chez d'autres clients, ils passent par un prestataire externe, je dirais un prestataire de robotisation généraliste. Donc, de la même façon, nous robotisons des processus spécifiques, complexes, et ensuite nous faisons un transfert de connaissances avec ce prestataire. Les éditeurs de RPA ne se contentent pas de proposer des outils de robotisation. Ils proposent en amont des outils capables d'identifier les processus qui pourront être robotisés. Et ils proposent en aval des outils qui vont monitorer la performance des robots et prévenir des changements d'environnement technique. Donc, anticiper les changements pour que les robots continuent de fonctionner correctement. Donc, nous allons rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'on a pu voir et vivre au cours de ces 2 dernières années chez Reportwise sur ce sujet. Les directions financières souffraient déjà avant la pandémie d'une pénurie de talents et d'un turnover important. Donc, je dirais que la gestion de la ressource humaine, entre guillemets, a toujours été un sujet. La pandémie a rajouté 2 facteurs, 2 caractéristiques. C'est généralement
un gel des embauches et une demande accrue d'information et d'analyse de la part de la direction générale. Tout ceci a entraîné un surcroît de travail. Donc, les directions financières ont plusieurs options pour pallier à ce surcroît de travail. Ils peuvent externaliser ou ils peuvent robotiser. La robotisation va entraîner une transformation de l'organisation des directions financières. Pourquoi? Parce qu'il va falloir basculer les tâches chronophages sans valeur ajoutée vers des robots pour libérer du temps pour que, je dirais que la main-d'œuvre humaine, entre guillemets, puisse prendre en charge les travaux d'analyse, les travaux complexes ou les travaux imprévus. Et il y a quelque chose qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer dans ce contexte, c'est que la robotisation fait peur. Et il faut que les directions financières, en même temps qu'elles mettent en place la robotisation de leurs processus, il faut qu'en parallèle, elles mettent en place un accompagnement au changement. Un accompagnement au changement qui passe par une communication globale sur les enjeux du projet et un accompagnement individuel des équipes, une communication des nouvelles attentes et la définition ou la redéfinition des travaux d'analyse ou des travaux complexes. Donc, certains de nos clients mènent en parallèle ces deux chantiers. On travaille avec eux sur la robotisation d'un processus. Il faut une communication globale et un accompagnement individuel. Et ensuite, on fait un état des lieux des gains apportés par la robotisation de ce processus. Le robot, en fait, il faut communiquer sur le fait que le robot est là pour aider l'être humain et non pas se substituer à l'être humain. Et donc, ça va nécessiter une redéfinition des fiches de poste et des travaux afférents. La question que vous allez me poser, c'est mais qu'est-ce qu'on peut robotiser? Je dirais que dans l'absolu, toutes les actions pénibles et ou chronophages à faible valeur ajoutée peuvent être robotisées. Pour autant, il faut que l'environnement, le sous-jacent, soit suffisamment stable et parfois, il faut se demander s'il n'y a pas d'autres applications plus pertinentes que la mise en place d'un robot. Alors, la mise en place d'un robot peut être également une solution intermédiaire. Donc, avant de robotiser en tant que tel, les actions que font nos clients, c'est qu'ils listent l'ensemble des processus qui peuvent être candidats à cette robotisation. Ils vont hiérarchiser les processus en fonction d'un certain nombre de critères que nous allons voir ensuite. Et ils vont assembler, parfois ils assemblent des processus, des actions qui avancent enchaînées manuellement. On peut imaginer lancer un calcul, verrouiller les données et alimenter un autre système. C'est des actions qui se faisaient de façon indépendante et manuelle. Là, c'est un nouveau processus qui n'existait pas avant et qui peut être traité par notre robot. Dans certains cas, on revoit l'articulation des outils existants et la mise en place d'une application qui est peut-être plus adaptée. Donc, une fois qu'on a fait ce travail, on s'aperçoit que nos clients vont robotiser en premier lieu les processus qui sont pénibles. Voilà. Ensuite, ils vont robotiser les processus qui vont leur permettre de faire un retour sur investissement rapide. Et d'ores et déjà, nous sommes chez des clients qui sont dans une démarche globale, qui veulent robotiser l'ensemble des processus manuels. Et donc, ils vont étaler ces travaux dans le temps. Ils vont commencer évidemment par les processus qui sont pénibles et ensuite les processus avec un retour sur investissement rapide. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour certains de nos clients, expliquer aux candidats que les processus ont été robotisés, c'est une façon d'attirer les talents chez eux. Ensuite, on va vous citer quelques exemples de processus qui sont robotisés actuellement chez nos clients. Bon, en numéro 1, on a l'administration fonctionnelle des outils. On a par exemple des créations de remontées d'informations dans les applications de conso de reporting. On va voir la gestion des imports et des exports.
on va avoir le suivi des remontées d'informations en termes de délai, d'exhaustivité et de cohérence des données. On a le fameux processus de gestion des rapprochements des opérations réciproques, l'exécution de certains états de contrôle qui sont relativement lourds des comptes consolidés, par exemple, exécution et analyse des données. Et on a aussi quelque chose qui revient assez souvent, c'est le rapprochement des données entre différentes applications. Donc, entre les données de l'ERP, entre les données de la consolidation, entre les données de la gestion et de la consolidation, etc. En termes d'acteurs clés du projet, donc de façon assez classique, on a l'application de la DSI, qui est très, très importante, l'assistance à maîtrise d'ouvrage dans certains cas, l'intégrateur, et chez certains de nos clients, on a des équipes RPA, donc qui sont dédiées à la mise en place de cet outil. Et en ce qui nous concerne, notre sponsor reste la direction financière. Alors, ce qui est intéressant dans le RPA, c'est qu'il va falloir associer, combiner des compétences différentes. Alors, des compétences fonctionnelles, parce qu'on va remettre en question, on peut remettre en question le processus actuel, et des compétences techniques, des gens qui vont maîtriser les outils qui vont être robotisés, des gens qui vont mettre en place les robots, donc des data ingénieurs, des gens qui sont certifiés RPA. Et vous allez le voir par la suite, nous mettons en plus en place des bases de données et des tableaux de bord. Donc, on va avoir besoin de compétences IT pour aller chercher les informations et les transférer d'une base de données à une autre. Donc, ça va être l'association de ces différentes compétences qui va être un facteur de réussite de la robotisation. Cette robotisation peut avoir un impact sur les processus. On ne va pas faire les choses de la même façon. Les rôles et responsabilités des intervenants, on va plutôt leur donner les moyens de valider les informations. Des clients nous demandent de mettre en place des tableaux de bord pour suivre l'état d'avancement des processus. Et à la marge, on peut modifier les outils, comme dans notre exemple, où on a créé un état spécifique qui affiche tous les écarts entre les différentes sociétés et qui sera exploité uniquement par le robot. Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'exemples. Chez un de nos clients, on a d'abord étudié la pertinence de la mise en place d'un robot. Donc, en bleu, c'est ce que le client avait déjà mis en place. Une extraction des données d'Oracle via une interface pour alimenter l'outil de consolidation et de reporting. Et notre client avait mis en place une comparaison sous Excel, une comparaison entre les données issues de l'ERP et les données qui étaient importées dans SAP-FC. Donc, cet environnement technique nous semblait, cette suite logicielle nous semblait pertinente. Donc, il a suffi qu'on rajoute notre outil de RPA pour exécuter les différentes opérations, couplé à une base de données pour pouvoir suivre en temps réel les apports. En l'occurrence, là, on est sur un processus d'apport des données, les apports des données dans un tableau de bord. Et la particularité de notre base de données, c'est que pour certains éléments, elle communique aussi avec la base de données de l'application de consolidation pour récupérer automatiquement des informations de celle-ci. Alors, en l'occurrence, ce client avait déjà intégré dans son outil comptable les flux de la consolidation. C'est-à-dire qu'il avait identifié les variations entre les données d'ouverture et les données comptables. Donc, je dirais qu'il avait fait un pas de plus pour robotiser cette action d'import. Donc, on a les données en amont au format de ce qu'on attend dans l'outil de consolidation. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et ensuite, on a la suite progicielle qui permet de réaliser ces apports automatiques. Un autre cas de figure, chez un autre client, nous avons robotisé un processus de création des remontées d'informations, et en l'occurrence des reportings généraux et des reportings par unité. Eh bien, nous avons mis en place ce tableau de bord qui permet l'exécution d'un certain nombre de tâches
qui reste à la main de l'administrateur. Donc, dans la première partie de ce tableau, l'administrateur peut autoriser l'exécution d'un certain nombre de tâches. À droite du tableau, vous avez toutes les informations qui sont nécessaires pour alimenter l'outil de consolidation. Et le robot va indiquer à quelle heure et à quel jour il a traité les différentes actions. Donc là, on est sur un tableau de bord qui permet d'une part de collecter, de mettre à disposition du robot toutes les informations disponibles pour créer ces remontées, mais qui permet aussi, qui donne la main aussi à l'administrateur pour exécuter un certain nombre d'actions et avec une trace, une piste d'audit. Donc, lorsqu'on robotise un processus, la première étape, ça va être de matérialiser le workflow. Quelles vont être les différentes étapes de l'exécution de ce processus. Donc là, vous avez un exemple d'un processus, enfin d'un workflow qui est très global. Après, pour chaque étape, nous allons rentrer un peu plus dans le détail. Mais là, donc, vous avez une vision d'un workflow qui est global. Ensuite, il va falloir, pour nos data ingénieurs, leur indiquer quelles sont exactement les actions qui doivent être réalisées par le robot. Donc, c'est cet écran. Et nous allons également indiquer à nos data ingénieurs, nous allons faire le lien entre les informations à renseigner dans l'application et les informations que vous avez ici à droite, qui sont soit dans une feuille Excel, dans une feuille Google Sheet ou dans une base de données. Enfin, lorsque nous concevons un robot, nous allons l'articuler en ce qu'on appelle des sous-bots. Vous allez avoir un robot principal qui va interagir avec des sous-bots, ça correspond à des sous-processus. Donc, un des avantages aussi de cette solution, c'est de pouvoir utiliser et réutiliser des sous-bots pour d'autres processus. Le sous-bot de connexion à l'application de consolidation, c'est un sous-bot qui va pouvoir être réutilisé pour un certain nombre de processus. Alors là, on va vous expliquer de façon très globale, très macro, le fonctionnement de ce logiciel de RPA. Donc, ce logiciel identifie dans un premier temps les fenêtres qui apparaissent à l'écran. Donc, en l'occurrence, nous sommes intéressés par cette fenêtre User Identification parce que nous voulons nous connecter à l'outil SAP FC. Ensuite, le robot va capturer tous les objets qui sont dans cette feuille et il va les qualifier. Est-ce qu'il s'agit d'un bouton où il va falloir cocher? Est-ce qu'il va falloir directement saisir du texte ou est-ce qu'on va s'appuyer sur un menu déroulant? Donc, le robot capture et qualifie ces blocs d'informations. Ensuite, il va récupérer l'état de l'objet parce que dans certains cas, la box a déjà été cochée. Donc, on récupère l'état de l'objet et on fait l'action. Donc, en l'occurrence, dans certains cas, pour que je puisse saisir quelque chose, il va d'abord falloir que je coche ou que je décoche. Pour ce faire, le robot va s'appuyer sur une bibliothèque d'actions. Et les actions sont soit génériques, donc elles vont nous permettre d'utiliser n'importe quel type d'application, de robotiser une application maison ou un outil relativement ancien. Et le robot va aussi disposer de commandes qui sont dédiées à certains outils. Donc, en fonction, je dirais, de la compatibilité entre l'outil de RPA et les différentes applications sous-jacentes, eh bien, ça va permettre d'aller vite dans la robotisation ou non. Ce qu'il faut savoir également, c'est que notre robot, il doit avoir deux caractéristiques. Il doit être rapide et il doit être fiable. Alors, la fiabilité, c'est quelque chose qui peut sembler évident. Il faut qu'on puisse s'appuyer sur ce robot. Mais notre expérience nous a permis de mettre le doigt sur un sujet
qui est la rapidité. En fait, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas être les seuls à lancer vos robots. Donc, dans votre groupe, à terme, il va y avoir des milliers de robots qui seront exécutés. Donc, il faut maximiser l'exécution de ces robots. Parce que vous n'allez pas forcément avoir le choix quant au créneau horaire ou au temps qu'on va vous donner pour exécuter vos bots. Donc, il faut qu'ils soient rapides. Et en plus, le coût d'achat d'un robot, ce n'est pas lié au processus, c'est lié au robot en tant que tel. C'est-à-dire que vous achetez un robot qui va robotiser, qui va exécuter des processus. Et ces processus, il va pouvoir les exécuter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, si votre robot est trop lent, vous allez peut-être avoir besoin d'un deuxième robot pour exécuter d'autres tâches. Voilà. Donc, pour avoir un robot qui est rapide et fiable, il va falloir jouer sur 4 éléments qui sont les commandes. Bon, les commandes, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire que c'est l'utilisation de l'application. Donc, le robot propose un certain nombre de commandes qui peuvent être des commandes assez simples comme l'utilisation du clavier, l'utilisation des menus, l'utilisation des raccourcis clavier, mais ça peut être aussi de la reconnaissance de caractères, de l'OCR, ou l'utilisation de la souris. Donc, nous, on s'interdit, par exemple, d'utiliser de l'OCR pour utiliser nos applications. Parce qu'on part du principe que la reconnaissance de caractères, c'est une technologie qui est fiable qu'à 80%. Donc, pour fiabiliser notre robot, nous allons utiliser certains types de commandes. Ensuite, comme vous avez pu le voir tout à l'heure dans la première vidéo, il va falloir, comme on utilise un outil, comme le robot utilise un outil comme un utilisateur, parfois l'outil a besoin de temps pour exécuter un certain nombre de tâches. Donc, il faut que le robot soit capable de s'arrêter le temps que le logiciel exécute les différentes tâches, les différents travaux. Donc, soit on peut mettre en dur des délais dans le robot, soit on peut mettre en place des boucles qui vont scanner l'écran et à partir du moment où le robot va identifier un changement de fenêtre, il va se réactiver. On a également la gestion des erreurs, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'informations à renseigner dans les applications par le robot. Et si une information est erronée, le robot va se mettre en erreur. Eh bien, il faut gérer les erreurs de telle façon à ce qu'une erreur ne bloque pas la suite du processus. Si vous êtes en train de créer une remontée d'informations et que vous en avez une trentaine à faire, eh bien, si vous avez une erreur sur la première remontée d'informations, il faut que le robot puisse acter et via le log vous communiquer effectivement qu'il est tombé, qu'il a rencontré une erreur, mais il faut qu'il puisse continuer de s'exécuter et il faut qu'il puisse continuer de créer les autres remontées d'informations. Et enfin, dans les robots, il faut intégrer des logs. Les logs vont permettre, à chaque action, le robot va identifier si l'action s'est bien passée ou non. Et donc, il faut que le niveau de détail des logs soit suffisamment fin pour qu'on puisse identifier très rapidement le type d'erreur que le robot a rencontré. Et il faut également qu'il soit suffisamment macro. Donc là, on parle de 2 types de logs pour expliquer à l'utilisateur les étapes, les processus que le robot a réalisés. Ces logs vont pouvoir alimenter nos bases de données et nos tableaux de bord. En ce qui concerne les tests et recettes des outils de RPA, c'est quelque chose d'un peu spécifique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la mise en place d'un outil classique. Premièrement, nous avons 2 types de robots. Nous avons les robots attended et unattended. La première vidéo que vous avez vue tout à l'heure, on était sur un mode attended, c'est-à-dire qu'on exécute le robot et le robot va utiliser, mon ordinateur va utiliser notre environnement pour s'exécuter. Donc, on va pouvoir regarder ce que le robot fait. Bon. Une fois que ce robot a été testé, il ne sera pas utilisé de cette façon. Il sera lancé sur une autre machine et il sera exécuté la nuit. En d'autres termes, il n'aura pas besoin d'utiliser votre poste pour s'exécuter. Donc, c'est ce qu'on appelle les robots unattended. Donc, il faut tester la robotisation sur de l'attended et du unattended parce que ces robots vont s'exécuter dans des environnements différents. Votre environnement pour l'attended et un autre environnement pour l'unattended.
D'autre part, on a vu qu'il y avait un élément qui était relativement important à gérer dans les robots, c'était la gestion, cette notion de délai. Et cette notion de délai est liée à l'architecture technique. Donc, un robot peut parfaitement bien fonctionner dans une base de développement ou une base de test et moins bien fonctionner pour, par exemple, des questions de délai sur un environnement de production. Parce que l'environnement, l'architecture technique, la puissance de l'environnement de production sera différent des environnements de test et de développement. Donc, ça signifie qu'il faut également tester et, mettre à jour, modifier les robots dans un environnement de production. On a également un sujet documentation. Donc, on a le classique user guide, le guide utilisateur, qui va décrire le nouveau processus à destination des utilisateurs, mais on va aussi avoir une documentation sur la robotisation en tant que telle. Et cette documentation va permettre de passer le relais au gestionnaire interne des bots. Donc, cette documentation, elle est plus ou moins elle est variable. La documentation de la robotisation est variable d'un client à un autre. Et donc, cette documentation, le niveau de documentation attendu pour le transfert de connaissances avec les équipes internes qui vont gérer les robots ou les équipes externes qui vont gérer par la suite les robots, est donc variable et peut avoir un impact sur le temps de mise en place de l'application. Enfin, il faut intégrer l'évolution de l'environnement dans lequel le robot va opérer. Donc, les montées de version des applications, les montées de version des systèmes d'exploitation, les modifications de l'environnement technique. Donc, il y a une anticipation de ces environnements à avoir pour mesurer les impacts sur les robots. Alors, notre expérience de la robotisation nous a conduit à mettre en place des bases de données et des tableaux de bord. C'est-à-dire que, dans un premier temps, vous pouvez constater que notre robot est capable d'utiliser n'importe quel outil et donc de gérer des processus. Mais on s'est aperçu que, d'une part, le fait de pouvoir piloter ce qui se passait, l'exécution des différents processus, c'était un besoin fort chez nos clients. Et d'autre part, pour augmenter la fiabilité de la robotisation, eh bien, il fallait peut-être pas forcément passer par Excel, mais passer par une base de données qui permettrait de fiabiliser les informations qui sont utilisées par le robot lors de la robotisation des processus. Donc, on en est arrivé à la conclusion, tout ça c'est quelque chose qu'on met en place aussi chez nos clients, on en est arrivé à la conclusion que la robotisation pouvait s'accompagner de la mise en place d'une base de données et d'un tableau de bord. Donc, on va vous présenter une deuxième vidéo qui va illustrer ce point. Donc, notre base de données ou notre tableau de bord et notre tableau de bord vont nous permettre d'avoir une approche collaborative. Bon, c'est une approche collaborative qu'on peut retrouver dans des outils comme Google Sheet, mais la base de données permet d'avoir une approche collaborative avec des workflows pour renseigner et valider les informations nécessaires à la robotisation. Ces informations nécessaires à la robotisation vont être normées. Donc, ça veut dire que ça va fiabiliser notre processus de robotisation. Et ensuite, cette base de données, on va s'en servir également pour restituer l'information sous forme de tableau de bord. Et en plus, cet environnement est déjà fait, est déjà créé pour de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons vous présenter le deuxième exemple. Donc, le deuxième exemple, je me connecte à mon environnement Azure. Je vais interroger un tableau de bord, enfin, je vais interroger une base de données via ce tableau de bord. Donc, ce tableau de bord indique les différents processus. Je peux exécuter une consolidation via ce tableau de bord. J'ai un statut assez global et j'ai une piste d'audit qui me permet de savoir qui a fait quoi.
Évidemment, l'intérêt de ce tableau de bord, c'est de pouvoir zoomer sur chacun de mes processus. Et là, en l'occurrence, je suis sur un processus de remonte d'import d'informations comptables dans mon outil de consolidation et de reporting. Donc, vous pouvez constater que j'ai ma liste des sociétés. J'ai une action d'import ou non. Donc, on est dans un cas de figure où l'import se fera automatiquement, mais je peux préciser au bot que je veux réimporter une information ou non. J'ai ensuite un lien avec mon outil de consolidation. Il s'agit du lock des données. Certains de nos clients figent les informations au fur et à mesure des remontées. Donc, ils vont figer les opérations réciproques, le chiffre d'affaires, le résultat, etc. Donc là, j'ai une connexion avec les données de mon outil de consolidation et mes utilisateurs locaux vont pouvoir avoir accès à l'état d'avancement des locks des informations. J'ai une piste d'audit qui me permet de savoir qui a fait quoi. J'ai le niveau de contrôle attendu qui est issu de mon outil de consolidation et le niveau de contrôle atteint. Et ensuite, j'ai un rapprochement entre les données extraites de l'ERP et les données importées dans mon outil de consolidation. Et vous voyez que quand je passe ma souris sur les cercles rouges, j'ai le montant, j'ai l'écart qui apparaît. J'ai le montant en écart qui apparaît. Cette base de données, ce tableau de bord permet aussi de gérer la sécurité, de donner accès aux entités aux utilisateurs adéquats. J'ai un accès au log et je sais quand est-ce que le robot sera exécuté. Donc, c'est les solutions que nous mettons en place en complément de la robotisation. Alors, très rapidement, parce que le temps passe assez vite, la présentation de l'offre Reportwise. Donc, aujourd'hui, nous vous proposons de robotiser vos processus. Donc, c'est ce qu'on appelle une robotisation sur mesure. Nous avons créé des robots, on appelle ça des pré-bots. C'est des robots qui ont déjà été paramétrés, programmés avec un processus spécifique. C'est des robots qui sont sur étagère et qui répondent à un besoin standard qu'on peut retrouver dans un certain nombre de groupes. Donc, on peut également vous mettre à disposition ces pré-bots et on peut vous accompagner également dans la mise en place de la base de données et des tableaux de bord qui vont vous permettre de fiabiliser votre robotisation et de piloter vos différents processus. Ça, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Et ce qu'on va vous proposer bientôt, c'est un sujet sur lequel on est en train de travailler actuellement, c'est d'intégrer de l'intelligence artificielle dans nos robots. Donc, nos robots vont pouvoir analyser les données. Par exemple, ça va être de faire une analyse des données actuelles, de vos données qui remontent, avec les données passées. C'est une revue analytique exhaustive. Et cette action va permettre d'alimenter un tableau de bord. On ne sera pas sur de la technologie Power Apps, mais pour la suite Microsoft, on sera plutôt sur de la technologie Power BI. Donc, d'alimenter un tableau de bord qui va tout de suite mettre en exergue l'incohérence ou la cohérence des données actuelles par rapport aux données passées. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on va pouvoir faire très bientôt avec de l'intelligence artificielle. Donc, nous allons passer maintenant à notre séance questions-réponses. Donc, on m'a dit que j'ai déjà une question qui consisterait, la question est la suivante, c'est combien de temps faut-il pour robotiser un processus? Alors, on dit que c'est quelque chose qui est assez rapide, mais ça dépend quand même de la complexité du processus en tant que tel. Ça va dépendre parce que ce qui peut paraître simple pour un être humain, après analyse, peut s'avérer quand même assez complexe. Donc, ça va dépendre du processus en tant que tel. Ça va dépendre des outils qu'on va devoir robotiser. Est-ce que les outils de RPA disposent des fonctionnalités dédiées à l'application qu'on veut robotiser ou est-ce que, comme il s'agit d'outils anciens ou d'outils maison,
Le RPA n'a pas de commande spécifique. Ça, on va toujours pouvoir robotiser, mais ça va prendre un peu plus de temps. Et puis aussi, ça va dépendre de la maturité de votre architecture technique, de tout l'environnement technique que vous avez mis en place pour vos robots. Bon. Mais de façon globale, on peut dire que la robotisation, on peut y passer entre 20 et 40 jours. Alors, une autre question. On comprend intuitivement que le ROI pour des grands groupes peut être intéressant compte tenu du volume des opérations traitées, par exemple le nombre de filiales en conso. Avez-vous déjà un retour d'expérience sur la mise en place d'outils de RPA pour des ETI? Oui, alors nous ne travaillons pas uniquement que pour les grands groupes. Le retour sur investissement, il peut être, ça va pas dépendre de la taille de la société, ça va dépendre du processus en tant que tel. Donc, on a, dans n'importe quelle taille de société, et notamment chez les ETI, on a des processus qui sont chronophages, qui sont pénibles et qui peuvent être robotisés. Alors, question suivante, est-il mieux de prendre le client lourd ou le client HTML pour robotiser? Donc ça, je pense que c'est une question qui est centrée autour de la robotisation de SAP FC. Oui, alors, je dirais que technologiquement, c'est plus facile de robotiser un client HTML. Mais, bon, techniquement, c'est plus facile. Alors, la deuxième question qu'on va se poser, c'est, mais est-ce que cette interface HTML risque d'évoluer dans le temps? Donc, la question est oui, cette interface risque d'évoluer. Le client lourd BFC n'évoluera pas. A priori, il évoluera peu. Et puis, de toute façon, on a un autre sujet, c'est que certaines fonctionnalités d'administration de l'outil SAP FC, par exemple, ne peuvent pas être réalisées via le client HTML, mais sont réalisées uniquement via le client lourd. Donc, la réponse est pour certains processus d'administration de l'outil de consolidation, nous n'avons pas le choix, nous passerons par le client lourd. Question suivante, un robot peut-il être installé sur une machine virtuelle? Alors oui, tout à fait. C'est plutôt le mode opératoire que nous mettons en place et que nous constatons chez nos clients. C'est de passer par un mode virtuel et notamment d'éviter de passer par Citrix. Par rapport à votre expérience, quel type de tâches sont les plus robotisées? Donc, comme je l'ai déjà précisé, ça va être les tâches pénibles. Donc aujourd'hui, on est sur des tâches d'administration des outils, l'automatisation de la création de l'environnement pour remonter les informations, reporting général, reporting par unité, définition de consolidation. Ensuite, on va basculer sur des tâches qui n'ont pas de valeur ajoutée, c'est le suivi des remontées d'informations. Est-ce que mes entités remontent les données en temps et en heure? Est-ce que ces données sont remontées de façon exhaustive? En fait, on va supprimer l'action d'éditer des états de restitution ou de regarder ce qui se passe et ensuite d'envoyer des mails aux uns et aux autres pour leur dire attention, vous êtes en retard ou attention, vous n'avez pas terminé de remplir votre pièce. Bon, ça n'a pas beaucoup de valeur ajoutée, donc c'est un processus qui va être robotisé au même titre que le processus de rapprochement des opérations réciproques. Et on se dit même que ça peut être une solution pour remplacer l'application ICS. Donc finalement c'est collecter de l'information, mettre en exergue des écarts et communiquer avec les parties prenantes pour leur dire vous avez des écarts, merci de vous rapprocher. Donc c'est quelque chose qui est sous-traité à un robot. Et puis un autre point, c'est aussi de s'assurer que les informations qui sont issues des différents systèmes sont cohérentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas d'apporter les données dans les applications. On va contrôler que les données d'un système correspondent bien aux données d'un autre système. Alors, question suivante. Lequel des 3 produits RPA est le mieux adapté pour SAP FC? Alors, c'est des outils qui sont
qui sont différents, mais qui sont quand même relativement proches. Il n'y a pas de différence entre les trois applications. Nous, on propose, bon, c'est vrai qu'à ce stade, on a plutôt investi sur les outils UiPath et Automation Anywhere. Donc, on propose des prébots qui robotisent l'utilisation de l'application SAPFC avec de l'UiPath et l'Automation Anywhere. Après, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que la RPA est un processus qui concerne l'ensemble d'un groupe. Donc souvent, il y a des solutions qui sont qualifiées au niveau du groupe et il est plus raisonnable de partir sur la solution qualifiée par le groupe qui va être administrée avec une équipe RPA dédiée au sein du groupe. Voilà, donc je pense que tous les outils sont bons pour faire de la RPA, ils ont toutes leurs spécificités, mais je pense que le mot d'ordre, c'est de rester cohérent par rapport à ce qui est fait ailleurs dans son groupe. Oui, tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que les groupes étrangers ont parfois plusieurs fournisseurs de RPA, et on s'aperçoit qu'en France, les groupes sont plutôt mono-outils. Une fois que l'outil a été choisi au niveau groupe, il faut qu'il soit utilisé dans l'ensemble de ce groupe. Question suivante, comment faire un choix entre un bot UiPath, Blueprism ou Automation Anywhere? Bon, là, ça va dépendre d'un certain nombre de critères. Enfin, c'est pas un choix qu'on peut pas, comment dire, ça va dépendre de la compatibilité avec l'environnement technique. Enfin, il y a un certain nombre de critères à prendre en charge et je peux pas vous répondre comme ça, en fait, sans une analyse plus détaillée. Quelles sont, à l'heure actuelle, selon vous, les limites de la RPA en termes de processus à robotiser? Alors, donc comme je l'ai indiqué, il faut que votre environnement soit stable, il faut que votre environnement soit homogène. Par exemple, il y a des groupes qui ont robotisé leur centre de services partagé monde. Mais le premier travail qu'ils ont réalisé en amont, c'était de rendre homogène tout leur centre de services partagé. Ensuite, on reste sur des processus qui sont relativement simples. Alors, on peut intégrer aussi dans de la RPA ce qu'on appelle du chatbot. C'est-à-dire que le robot, en cas de problème, peut interroger un être humain pour lui demander une solution. Bon. Cette solution on n'utilise pas ce mode opératoire encore pour les directions financières. Alors, question suivante, qui est une question qui est tout à fait pertinente. Si on remplace l'administration fonctionnelle par l'administration RPA, quel est l'intérêt? Alors, l'intérêt, c'est… alors, pour le coup, ça fait vraiment partie des tâches qui sont considérées par nos clients comme quelque chose de pénible. Et donc, c'est pas une tâche qui est très, très marrante. Donc, l'intérêt, c'est déjà… vous allez rendre des gens heureux parce que ce ne sera plus un être humain qui va réaliser ce travail. Bon, il y a quand même en amont le renseignement des données, la vérification des données. Il ne faut pas imaginer qu'il n'y a plus d'intervention humaine, mais c'est une intervention humaine qui va être différente. Et le côté pénible de l'action sera réservé au robot. Donc, vous supprimez la pénibilité, vous allez libérer du temps aux personnes qui faisaient ça pour faire autre chose. Et puis, avec un robot fiable, le gros avantage, c'est que le robot ne se trompera pas. Donc, vous allez pouvoir gagner du temps. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'administration de l'outil de RPA consiste surtout dans le projet de mise en œuvre du processus RPA. Et puis après, la maintenance est relativement light. La maintenance, elle va porter sur des éléments métiers qui sont de définir, par exemple, si c'est un processus de création de reporting, l'administration va consister à indiquer au robot quelles sont les entités qui participent à ce processus. Donc, on va revoir un peu le dialogue entre l'administration et la définition métier du processus. Alors que quand on compare par rapport à l'ancien processus qui était fait par un être humain,
en fait, continuellement, il est obligé de répéter tous les mois le même processus d'administration qui est chronophage, complexe, qui est source d'erreurs. Alors qu'avec les RPA, on fait finalement un premier travail de mise en œuvre, donc qui effectivement représente un certain temps, mais après, c'est plus qu'une maintenance light de ce processus. Alors, il y a un autre avantage, effectivement, Grégoire, tu me fais penser, il y a un autre avantage à robotiser l'administration de l'outil, c'est qu'on va pouvoir mettre à plat les informations qui vont être renseignées dans l'outil. Donc, on va donner les moyens aux gens en charge de ces reportings de valider l'information. Alors, il n'y a pas d'autres... Alors, s'il y a une dernière question, c'est pourquoi en fait ne pas utiliser les API des produits, d'un produit comme BFC, plutôt que de faire pour asseoir la RPA, en fait, asseoir l'automatisation. Donc, parce que l'API, c'est quelque chose qui n'est pas public et qui n'est pas documenté. Et une API va demander un développement informatique. Alors que la RPA va s'appuyer sur l'outil et la RPA est considérée comme du low code, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus facile à mettre en place, bien que ça ne doit pas être mis en place, je dirais, par n'importe qui, mais c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus facile à mettre en place que le paramétrage d'une API. Alors, nous n'avons plus de questions. De toute façon, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. Vous avez mes coordonnées qui apparaissent. Donc, que ce soit moi ou une autre personne de ReportWise, il ne faut pas hésiter à nous contacter et nous pourrons vous faire une présentation plus détaillée de ce qu'on a pu faire. Et donc, au regard du timing, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter, au nom de toute l'équipe ReportWise, de joyeuses fêtes. Et vous dire à très bientôt. Merci à vous, à très bientôt.